Toi qui n'hésites pas à mettre de l'humour dans tes textes, est-ce que ce ressort du savant fou est l'un de ceux de l'humour SF? Moi j'essaie de mettre des savants fous sympas. Donc, par exemple Louis-Guillaume Perrault, sur lequel on ne sait strictement rien, à part ses inventions, ça a été du pain béni parce que j'en ai fait un savant fou, mais cool. Et donc du coup, vous pouvez prendre des thématiques actuelles école au 19e siècle, vous prenez l'autiste génial au 19e siècle, et puis c'est bon, vous parlez du handicap en même temps, tout en lui faisant dire ce que vous voulez, si possible complètement à contre-pied de tout le ton de tous les autres personnages. C'est absolument génial. Et du coup, on peut aussi lui faire inventer, hop, une trottinette en plein milieu des trucs sérieux. Et c'est vraiment des personnages où on s'éclate complètement. François Aragon, quand on cherche dans toutes les sciences jusqu'à sa mort, on voit son nom partout. Donc dès que vous voulez sortir une invention, vous pouvez le mettre derrière et en faire un clin d'œil en disant oh, encore celui-là, c'est pas possible, peut pas nous foutre la paix. Donc on a une liberté totale sur les inventeurs du 19e siècle. Après, sur le 20e siècle, je me connais un petit peu moins. Il y a ce phénomène d'équipe qui contraint un petit peu plus. Donc je m'éclate un petit peu moins d'habitude. Mais sur le 19e, on s'amuse bien. Moi, j'adore les savants fous. Parce que moi, c'est une figure que j'adore. D'abord parce que c'est... avant d'être fou, c'est un savant, déjà. Donc c'est quelqu'un, et le fait qu'il soit fou, c'est que finalement, c'est qu'il a pu, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis en application ce qu'il sait. Donc c'est à la fois celui qui sait et celui qui peut. Et c'est ça, sur le grand reproche, à la base, ça reste ça. Et moi, souvent derrière le savant fou, il y a un rebelle aussi. C'est quelqu'un qui a fait une percée technologique majeure, qui a inventé quelque chose, et qui, envers et contre tout, qui a su faire le pas de côté qui lui a permis de voir le problème sous un autre angle. C'est la figure d'un génie, quand même. Donc pour moi, et puis du coup, il a tout le... Alors évidemment, il est souvent mal intentionné, on se demande pourquoi d'ailleurs. Mais il a quand même le monde contre lui au final. Même s'il cherche à le détruire, alors évidemment, ça peut se comprendre. Il ne cherche pas toujours à le détruire. En plus de ça, le capitaine Nemo correspond tout à fait à tout ce que tu viens de décrire. Il est rebelle, ouais. Il agit, il s'est exclu de la société, mais il n'essaie pas de la détruire. Et le pendant du savant en version optimiste à la française, c'est Tournesol, c'est Cosinus. En fait, c'est des gens plutôt lunatiques. En fait, il y a ce versant lunatique qui a été ensuite récupéré par la modernité sous la figure un peu du hacker, un peu dans sa bulle, etc. Et justement, ça c'est le côté liberté qu'on peut avoir. C'est Tournesol, à un moment, invente une arme épouvantable, c'était dans lequel cette d'autocar, je crois. L'affaire Tournesol. Waouh, bon, ok. J'ai parlé révisé mes classiques, désolé. Donc c'était dans l'affaire Tournesol, alors que c'est le personnage le plus gentil de la Terre, invente l'arme absolue. Et ça, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup avec les savants fous, c'est le savant fou qui s'en rend pas compte. Pourquoi il serait fou? C'est super, il a inventé une super découverte. Ce qu'on en fait, il s'en fiche. Et là, ça vous donne une liberté supplémentaire de création. Laurent faisait le lien entre l'inventeur et le savant fou qui met en application ce qu'il sait. Pour vous, ce lien est automatique. Est-ce que réciproquement, tous les inventeurs sont des savants fous? Oui, quelque chose qui m'intéresse assez. Il faudrait parler un peu plus près du micro. Quelque chose qui m'intéresse assez, qui dit justement inventeur, savant fou, création individuelle, création collective, normale et anormale, menace contre le monde, c'est la série, ça vient de la télévision, c'est la série Eureka. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Eureka, c'est une création d'Einstein et de Truman dans l'univers de la série, qui, suite aux deux bombes atomiques Hiroshima et Nagasaki, décide de créer une ville aux États-Unis, Eureka, qui rassemble uniquement des savants. Donc, on part du principe dans la série que tout le monde est très intelligent, que ce soit le boulanger, le restaurateur ou l'équipe proprement dite. Et cette ville, en apparence pacifique,
est doublé d'une grande firme qui s'appelle Global Dynamics, où chaque semaine, à chaque épisode, on met en péril ou la ville, ou le monde, ou l'univers, ou la trame temporelle. Et c'est un shérif qui a été nouvellement nommé dans la ville, dont le quotient intellectuel est de 111, c'est précisé, qui sort à chaque fois ces génies du pétrin. Et il y a un détail qui est intéressant dans un des épisodes, suite à une manipulation, tout le monde devient stupide, sauf le shérif. Et l'un des grands savants de la série qui s'appelle Nathan Stark, qui ressemble à Tony Stark, même physiquement, qui le regarde et qui lui dit à un moment, donc lui est devenu stupide, et il dit au shérif, je comprends ce que vous endurez tous les jours. Et je trouve très intéressant d'avoir fait de l'anormal la norme de cette petite ville, et d'avoir doublement inversé avec un homme normal, le shérif présenté comme tel, qui sort du pétrin. Alors, ces savants fous ou pas fous, ces équipes ou ces individus, ces inventeurs, il y en a toujours un par épisode. Et c'est un beau jeu sur les codes et un beau retournement en général des codes liés à nos littératures. Pierre-Paul, tu voulais ajouter quelque chose? Moi je voulais emmener le débat sur une direction un peu différente, c'est que la science-fiction a cette particularité que toute la science-fiction est une invention, par définition. La science-fiction ne se passe pas, enfin, n'utilise pas les mêmes ressorts que notre monde normal, puisque pour qu'il y ait science-fiction, il faut qu'il y ait une variation scientifique, temporelle, spatiale, lointaine, etc. Et donc, d'une certaine façon, la figure de l'inventeur dans la science-fiction, la principale figure de l'inventeur de la science-fiction, c'est l'auteur. Donc c'est là que ça devient marrant et qu'on peut imaginer tout un jeu de correspondance ou de réglage de compte ou d'étalage de désirs et d'envie d'utopie, etc. de la part des auteurs, à partir du moment où ils mettent en scène, à partir du moment où on écrit un quelconque texte de science-fiction, on fait acte d'invention. Et c'est ça qui me paraît en fait le plus intéressant dans cette démarche intellectuelle, c'est qu'en fait, la figure de l'inventeur, qu'il soit savant fou, qu'il soit une équipe, qu'il soit positif, négatif, ambivalent, c'est que c'est toujours un reflet de l'auteur d'une certaine façon.